Alors, le 30 mars, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Comment réagissent les professionnels face à ce texte, professionnels de l'influence, de la communication? On a des nouvelles règles qui arrivent. Est-ce qu'elles sont nécessaires, suffisantes? Est-ce qu'on est allé trop loin? Pas assez. On en parle avec Pascale Azria, donc administratrice de la filière communication du syndicat du Conseil en relations publiques SCRP, c'est bien ça? Absolument. Et vous êtes aussi la cofondatrice de l'agence d'influence King.com. Avec vous pour ce débat, Patrick Bonin, directeur général de Gin, donc spécialiste de la communication d'influence également, de la communication de crise aussi. Vous êtes enseignant dans plusieurs écoles françaises sur ces sujets aussi de gestion de l'influence. Et vous avez participé à la rédaction du manuel, passez-le-moi comme ça je vais le montrer. Avec plaisir, je vous le donne. Du manuel de l'influenceur. Alors attendez, hop, voilà. Du manuel de l'influenceur qui est paru aux éditions Ellipse. C'était en 2021, Patrick. Ça a quand même beaucoup bougé depuis. Alors, rassurez-vous, il y aura une nouvelle édition dans quelques semaines, mise à jour, mais ça a beaucoup bougé, même si les fondamentaux restent les mêmes. Quel contenu, pour quelles audiences, sur quelle plateforme. Donc le principe de devenir influenceur et d'en faire son métier est exactement le même aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Après, certaines techniques et certaines plateformes ont évolué, mais le gros du sujet était à peu près le même. Et restez également avec nous en plateau Caroline Chopineau, directrice générale du Hub France IA. Caroline, on a parlé ensemble de cette cartographie des startups de l'IA. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'influence. Vous pourrez poser des questions à nos spécialistes. Si vous en avez, n'hésitez pas. Patricia, on va peut-être démarrer ensemble. Ce projet donc, de loi français qui vise à lutter contre les dérives, les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on prend le sujet par le bon bout en France avec ce projet ? Alors, je pense que, évidemment, c'est venu suite à des dérives et des retours de consommateurs qui ont été victimes et d'associations de consommateurs. Le sujet, il a été pris dans son ensemble depuis déjà un moment, que ce soit par les organisations syndicales ou par les différents acteurs. Après, je pense que le sujet... Et ces organisations ont participé à la rédaction du projet de loi ? En tout cas, on participait au débat. À la rédaction, pas tout à fait, évidemment. Mais en tout cas, on a beaucoup discuté à la fois, puisque ça a été pris en main par, d'un côté... Et ce qui est assez, d'ailleurs, nouveau, c'est que d'un côté, ça a été pris en main par le gouvernement et par le ministère de l'économie, avec Bruno Le Maire et son cabinet, qui ont organisé des tables rondes, des discussions, des échanges, mais également par un certain nombre de députés, qui y a eu, je crois, 5 ou 6 propositions de loi qui ont été faites à peu près dans la même période, et surtout qu'ils sont arrivés à une décision de proposer, de faire une proposition de loi transpartisane, ce qui est quand même assez unique en France, surtout dans un moment un peu complexe d'un point de vue politique. Et déjà occupé à se bagarrer sur d'autres sujets en même temps. Ça n'a pas facilité les choses. Il fallait faire la part des choses, ce qui n'était pas toujours évident. Et donc c'est aussi ça qui est assez inédit, c'est-à-dire une volonté globale et d'ailleurs un vote unanime à l'Assemblée nationale, ce qui est aussi quand même assez rare. Donc on prend le sujet par le bon bout selon vous ? Oui et non. L'enjeu pour nous, il n'est pas tant de la question de est-ce qu'il faut réglementer ou est-ce qu'il fallait réglementer ou est-ce qu'il faut réglementer ou pas. Le sujet, c'est est-ce qu'il faut plus de réglementation? Pas forcément. Est-ce qu'il faut plus d'influence responsable? Très certainement. Ouais. Il y a un risque à surréglementer. Absolument. C'est ça que vous nous dites. Patrick, dans le guide, vous posez plein de questions. C'est 100 questions-réponses sur l'influence. Et il y en a une notamment qui m'a intéressée, c'est où commence l'influence? Vaste question, justement. Oui, et d'ailleurs, la proposition qui a été faite par les parlementaires n'est pas nécessairement satisfaisante. On est tous influenceurs. Vous êtes influenceurs. Toutes les personnes autour de cette table influencent le comportement. Influenceuse, alors, dans ce cas-là. Influenceuse, influenceurs. On fait tous de l'influence. On influence le comportement de nos enfants, de nos proches, de nos collaborateurs. On l'influence tous. La question, c'est à partir de quand il faut l'encadrer par une loi. Or, forcément, ça s'encadre par une loi à partir du moment où, 1, on en fait son métier, donc c'est notre activité professionnelle. 2, on récupère de l'argent à faire ces contenus sur les réseaux sociaux. Et 3, on doit l'encadrer à partir du moment où on a d'autres interlocuteurs, que sont des entreprises qui nous utilisent, que sont des agents qui gagnent de l'argent sur nos rémunérations. Donc oui, il y a un besoin d'encadrement parce qu'à partir du moment où c'est professionnel et où il y a des flux financiers, il y a des enjeux de réglementation, notamment sur la responsabilité de ces contenus. Donc oui, il y a une obligation. À partir de quand on décide que c'est une profession ?
Bon, moi, vous dites que je suis une influenceuse, mais moi, officiellement, je suis Vous ne gagnez pas journaliste, votre vie. j'affiche Exactement. le fait que je travaille sur de l'information. Quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, on sait d'où je parle et pourquoi je dis ce que je dis. Ce n'est pas toujours le cas des influenceurs. À partir de quand on décide qu'un influenceur est un influenceur professionnel? Alors d'abord, ça n'est pas précisé dans la loi. Ouais, Donc on il y n'est aura pas de assez toute précis façon sur un ce point. petit souci de cette application de loi. On aurait pu imaginer qu'on devient influenceur à partir du moment où votre activité professionnelle a comme objectif, la majorité de votre activité professionnelle est de gagner de l'argent grâce au contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ça peut être une définition de l'influence professionnelle. On est influenceur quand on gagne sa vie exclusivement ou en grande partie grâce au contenu qu'on poste. Donc c'est ça le risque de surréglementation, c'est que ça vise des personnes qui ne sont pas forcément dans le registre de l'influence? Et surtout, notre sujet, c'est plutôt l'influence commerciale. Qu'on soit influenceur au quotidien, très bien, on n'a pas forcément d'enjeu ou de derrière. D'intérêt financier ? Financier, exactement. Or, à partir du moment où il y a un intérêt financier, là, il faut que ça devienne officiel. On demande s'il faut réglementer plus. Aujourd'hui, il y a des lois. Il y a des lois qui touchent les influenceurs et l'influence commerciale. Aujourd'hui, le Code de la consommation définit en tout cas des pratiques qui ne doivent pas être trompeuses. Et notamment, effectivement, d'afficher le fait qu'on a été rémunéré pour tel et tel contenu. Et que du coup, même si on peut aimer tel ou tel produit, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a été rémunéré pour. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a un enjeu. Mais encore une fois, des règles existent. Le Code de la consommation, le Code de la santé publique, la loi E20, on a quand même, en France, on est très très bien encadré. Et donc, l'enjeu, c'était, est-ce qu'il y a... Y compris les GAFAM qui imposent leurs règles, parce que sur YouTube, on doit afficher un placement de produit, ça doit être Tous les réseaux ont officiellement leurs propres règles. déclaré. Ouais. Absolument. Évidemment. Mais justement, c'est le sujet de où commence l'influence. Si ce projet de loi existe, est-ce que c'est pas parce qu'on a des personnes qui n'affichent pas très clairement qu'elles sont rémunérées pour parler de produits, qu'elles font de l'influence sans le dire? Oui. Non, c'est en partie. Le Oui et non. sujet, le sujet, c'était que certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité, il faut dire les choses franchement, ont eu des comportements déviants. Or, de toute façon, cette loi ne touchera pas ces influenceurs, puisque dans la grande majorité, ces personnes ont leur siège social en dehors de l'Europe, dans des pays qui, de toute façon, ne seront pas touchés par le règlement par la proposition et les projets de loi. Donc, de toute façon, ce qu'on a voulu combattre à travers cette loi ne sera pas combattu. Il faut être très, très honnête là-dessus. Effectivement, il existe déjà énormément d'autres règlements qui permettent de l'encadrer. Après, oui, l'objectif du gouvernement, c'est de réguler le marché de l'Internet, les différents réseaux sociaux, alors que jusque-là, les codes, notamment ceux de la publicité ou de la consommation, étaient sur les canaux classiques de communication, notamment publicitaires, et effectivement, les réseaux sociaux étaient le parent pauvre de la réglementation. L'objectif, c'est de mettre à jour ces codes de réglementation sur les réseaux sociaux. Et quand même, moi, je voudrais vraiment terminer là-dessus. Il n'y a qu'en France que cela existe. Donc, il existe des règlements dans d'autres pays, mais il n'y a que la France qui essaye de réguler ouvre la quelque voie, chose. Patrick, peut-être, je ne Oui, sais pas. alors, on ouvre la voie. Ça nous arrive souvent. On pourrait aussi imaginer que ce sont plutôt des réglementations européennes et que c'est à un niveau européen qu'on tente d'avoir des démarches d'influence responsable, Parce que ça a de charte d'éthique de cette profession. Or, aujourd'hui, là, c'est une démarche franco-française qui très probablement ne verra pas un champ d'application dans les prochaines semaines. Oui. D'accord. Donc, alors comme ça, vous serez tranquille. Parce que j'allais vous poser la question. Attendez, on est déjà tranquille. Il y a des cadres et des Oui, non, mais j'allais vous poser la question. Est-ce collaborations. que ce projet de loi a un impact potentiellement très concret sur vos activités de communication d'influence? Encore une fois, je pense qu'il y a un enjeu d'accélérer. Si on en vient là, c'est qu'il y a eu des dérives, et que, vous l'avez dit, il y a des règles, et en tout cas, toutes ne sont pas appliquées par tous. Et l'enjeu, il est là. Et pour nous, l'enjeu était plutôt des moyens pour faire de la pédagogie. Il y a pas, même dans ceux qui ne respectent pas aujourd'hui les règles, il y a des malveillants, mais qui font des tromperies, qui sont déjà encadrés par la loi, et qui effectivement n'affichent pas forcément ou des arnaques, et qui n'affichent pas forcément le fait que ce soit une collaboration rémunérée. Ouais. Donc il y a des malveillants, mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la loi. Et donc pour nous, il y a un enjeu de pédagogie, et puis il y a un enjeu de moyens. Ce à quoi Bercy, notamment, mais
également les députés, à travers certaines propositions, dans le cadre de la proposition de loi, ont apporté, en tout cas, des éléments de réponse, que ce soit... Mais de moyens quoi? Juridiques? De moyens pas forcément financiers? juridiques. De moyens de... Des moyens, un guide, expliquer, l'ARPP, on disait l'autorité de régulation de la publicité, a mis en place un certain nombre de mesures depuis déjà plus de 3 ans. Ils ont un observatoire sur l'influence responsable. Ils ont mis en place un certificat pour les influenceurs c'est une formation, et il s'agit de les faire monter en compétences sur les connaissances de la loi, ce qu'il faut respecter, pas respecter. Bercy a mis en place un guide qui est aujourd'hui mis en ligne et qui permet à tous les influenceurs, mais à tous les acteurs, il n'y a pas que les influenceurs, il y a aussi les agences conseils en communication comme nous, et évidemment les donneurs d'ordre, entre guillemets, les marques, les organisations qui, du coup, souhaitent faire des collaborations avec ces influenceurs. De notre côté, en agence conseil, on a en 2020 mis en place une charte de la relation influenceur pour rappeler toutes les réglementations et avoir un engagement de la part des agences conseil. Et aujourd'hui, on lance un label validé par l'AFNOR qui va justement continuer à faire monter en compétences les Après, agences c'est peut-être conseil. aussi ces dispositifs, j'ai plus de voix, ces dispositifs qui vous pousse aussi à accélérer sur cette influence plus responsable. Absolument. Et notamment, ce qu'on avait demandé dans nos échanges avec les députés et avec Bercy, c'était l'obligation de contrat. Cette obligation de contrat, pour nous, elle est importante, surtout parce que dans un contrat, ça permet de rappeler les responsabilités, les règles. Et donc, évidemment, une obligation pour nous de les connaître, de les rappeler, et une obligation pour les influenceurs de les respecter, puisque ça fait partie du contrat. Donc, il y a des choses très intéressantes. Cette obligation de contrat, pour nous, est hyper intéressante. Après, dedans, il y a des articles de loi qui peuvent poser problème et qui nous mettent, par exemple, de facto, nous, agence conseil, hors la loi. Ah, vous confirmez ça? C'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui peuvent rendre votre travail difficile? Oui, il y a des dispositions qui rendent notre travail difficile, notamment parce que ça méritait un glossaire d'expliquer ce qu'est un influenceur. Vous posiez d'ailleurs la question initialement. Ce qu'est un agent d'influenceur, donc quel est le rôle de l'agent d'influenceur, si tant est que certains influenceurs aient besoin d'un agent, mais ils en ont sans doute. Et puis après, des agences de conseil en communication, de conseil en influence, qui effectivement, d'ores et déjà aujourd'hui, sur le territoire français, dans la grande majorité, ont des pratiques responsables, notamment sur la transparence. Un élément important, c'est la transparence. C'est qu'il faut que l'annonceur, qui lui ait une notion de transparence vis-à-vis de ce qu'il achète, et notamment la prestation de l'influenceur. Or, plus on multiplie les intermédiaires, et plus évidemment la transparence disparaît. Nous, on milite pour que la transparence soit totale, et donc que l'annonceur qui achète une prestation d'influence et une démarche 100% transparente, donc il sache ce qu'il achète au bout. Mais oui, effectivement, cette loi aujourd'hui n'est pas suffisamment précise sur et pas mal de choses, notamment certaines définitions, ce qui tend à mélanger un peu les rôles et les responsabilités, Par exemple, notamment sur la responsabilité d'un contenu. Caroline Chopineau avec le Hub Francia pourrait être considérée comme un réseau d'influence autour de l'intelligence artificielle. Oui, on imagine juste qu'elle ne gagne pas sa vie, sauf à ce qu'elle me dise le contraire, mais elle ne gagne pas tout à fait sa vie en faisant cela. En revanche, l'élément vraiment central, c'est la responsabilité des contenus. Aujourd'hui, un influenceur qui publie un contenu a une responsabilité sur le contenu qu'il publie. La question derrière, la question réglementaire, la question légale, c'est est-ce que c'est le donneur d'ordre? Si il le fait parce qu'il a eu une commande d'un annonceur, est-ce que c'est cet annonceur qui a cette responsabilité? Est-ce que c'est l'agent de l'influenceur qui a cette responsabilité? Et ce qui doit être précisé, notamment dans les prochains jours, dans la discussion au Sénat, on l'explique, ce sont les champs de responsabilité. Et oui, ce sont des discussions très, très techniques. Et alors, à quel moment vous pouvez vous retrouver dans cette situation où votre agence devient hors la loi? Par exemple, dans la définition d'un agent d'influenceur, un agent d'influenceur est défini aujourd'hui dans l'article de la proposition de loi comme représentant ou mettant en relation un influenceur. Premier paragraphe de cet article. Nous mettons en relation des influenceurs. Les plateformes mettent en relation des influenceurs. Deuxième paragraphe, et en fait le principe, l'objectif de l'article est hyper intéressant, c'est d'éviter les conflits d'intérêts, ce qui nous va très bien. Pour éviter les conflits d'intérêts, l'agent doit défendre les intérêts de l'influenceur. Mon métier n'est pas de défendre les intérêts de l'influenceur, et pour le coup, je serai en conflit d'intérêts
si je le fais. Et donc, en nous mettant, nous, Mais si vous êtes agent, vous êtes là pour le soutenir. on est bien d'accord. Sauf que nous sommes considérés comme agents et nous représentons les marques. Ouais. Et du coup, et donc de facto, nous ne représentons pas les influenceurs et donc nous ne pouvons pas les défendre parce que pour le coup, nous serons en conflit d'intérêts si nous le faisons. Or, en nous intégrant dans la définition d'agent d'influenceur, ça nous met dans un conflit d'intérêts et ça nous met hors la loi. Donc en fait, c'est un point de détail, mais qui est important pour nous, très important pour toute une branche du marché, qui part d'un principe... Que vous avez pu expliquer, vous avez eu l'occasion de l'expliquer. On aura encore des discussions, visiblement ce point-là n'a responsables pas à été suffisamment expliqué, peut-être. Donc il faut évidemment qu'on réexplique ce point-là. Encore une fois, on pense que le tout va dans le bon sens. Là, par contre, et on le dit, le diable se niche dans les détails, Ouais. Tout l'enjeu va être l'applicabilité de tout ça et la justesse de la manière dont ça a été effectivement rédigé. Parce que pour si ça c'est pas atteindre bien l'objectif. ficelé, ce sera pas applicable en fait. C'est ça le Exactement. sujet. Ce ne sera pas applicable. L'autre biais quand même, et je pense que certains de vos téléspectateurs l'ont en tête, c'est que cette loi, elle part d'un principe, c'est que des marques abusent en utilisant des influenceurs et que certains influenceurs en abusent également, avec derrière un lien financier. Il y a aussi énormément de marques, de patrons d'entreprises qui sont victimes d'abus de certains influenceurs, notamment parce que leurs produits sont vilipendés sur les réseaux, parce qu'il y a des attaques en règle de certaines marques, et que ça, par contre, la loi la met complètement de côté. Cette loi part du principe que des marques vont acheter de l'influence chez les uns et donc vont pousser des contenus positifs pour les marques, alors qu'en réalité, elles ne devraient pas le faire. Mais derrière, il y a quand même tout un écosystème. Vous parliez tout à l'heure de communication de crise. Très souvent, on est aussi appelé parce que des influenceurs ou des personnes ayant de l'influence sur les réseaux vont venir critiquer des marques, des produits, des secteurs professionnels. Certains, d'ailleurs, aujourd'hui, critiquent l'IA. Et donc, derrière, cette influence, là, aujourd'hui, elle est exclusivement liée au fait que des marques achèteraient une influence positive. On a aujourd'hui beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils sont attaqués, parce que leurs produits, leurs catégories sont attaqués sur les réseaux. Et ça, évidemment, cette loi ne le touche pas. Il faut penser à protéger les consommateurs, Exactement. mais aussi les entreprises qui sont victimes de dénigrement. Oui, tout à fait. Il y a énormément de sujets. Je pense que plusieurs de vos émissions le précisaient sur UBS, etc., où les réseaux sociaux ont un rôle aussi de dénigrement. Et ça, aujourd'hui, cette loi ne le touche pas du tout. Après, là-dessus, les plateformes ont été mises à contribution, encore de manière beaucoup plus forte. Et ça aussi, c'est un élément intéressant dans ces lois, dans cette proposition de loi. Et puis, beaucoup de moyens de dénoncer. Que ce soit avec des numéros... C'est-à-dire des recours. Exactement. Et du coup, de dénoncer auprès de la DGCCRF, de dénoncer auprès des plateformes, de dénoncer auprès des marques. Aujourd'hui, il y a aussi tout un panel qui a accompagné cet encadrement, qui va permettre justement, encore une fois, notre enjeu, c'est de l'influence encore plus responsable. Ouais. Si besoin de réglementation supplémentaire, il y a eu par exemple dans la proposition de loi une interdiction sur le secteur de la chirurgie esthétique. Oui. C'est lié à des plaintes et des associations de consommateurs et qu'il y a eu certainement des abus ou en tout cas des conséquences dramatiques liées à ça. Pourquoi pas ? C'est pas à moi de juger de est-ce qu'il faut le faire ou pas. Mais pour nous, c'est pas tant en soi uniquement la proposition de loi qu'un dispositif global qui permet de la pédagogie et qui permet, encore une fois, plus de moyens et plus d'accompagnement pour plus d'influence responsable. Alors, je veux juste qu'on termine, parce qu'on arrive à la fin de ce débat avec une petite question d'argent, parce que vous me dites que ce guide de 2021, vous allez nous publier une mise à jour, mais qu'il n'y a pas énormément de différence. J'imagine quand même que du côté des revenus des influenceurs, ça a explosé, non ? Alors, vous avez des influenceurs qui publient 2 contenus par mois, qui ont une toute petite somme. En fait, les sommes ont à voir avec les communautés. On gagne combien quand on est influenceur ? Quand on est influenceur, on peut gagner de quelques centaines d'euros par mois à quelques centaines de milliers d'euros par mois. Vous avez effectivement, vous pouvez être rémunéré pour moyennant une centaine d'euros pour un post sur votre plateforme, et vous pouvez être rémunéré jusqu'à 150, 200, 300 000 euros le post. Et derrière, ça représente beaucoup de travail ?
Pour gagner ces centaines de milliers d'euros? Alors oui, il faut être honnête, ça représente du travail parce qu'il faut avoir ces communautés, il faut entraîner une communauté de plusieurs centaines, de plusieurs millions de personnes. Donc oui, c'est un travail quotidien. Alors après, certains contenus sont très simples à réaliser, oui, bien entendu, mais derrière, il y a un aménagement de sa communauté et donc c'est du travail, ce sont des images. C'est un métier à plein temps? Très souvent, oui, c'est un métier à plein temps. D'ailleurs, beaucoup d'influenceurs ont autour d'eux des équipes de tournage, des équipes de rédaction, des équipes juridiques. C'est d'ailleurs pour ça que cette loi a été mise en place, mais en réalité, 90, 95, on n'a pas de chiffre exact, mais de l'ensemble des transactions se passe très bien et on n'a aucun problème. Mais oui, il y a des équipes de production, des équipes de création, des équipes juridiques. Donc oui, c'est un business, c'est une économie derrière qui est colossale. Merci beaucoup Pascal Azria du SCRP, cofondatrice de Kingcom, de nous avoir éclairé sur ce sujet et le projet de loi français. Patrick Bonin également du groupe Jean et Caroline Chopineau qui est restée avec nous du Hub France IA. On se retrouve juste après une petite pause pour un portrait de femme entrepreneur.